gens. Vous savez c'est quoi une diégèse? Pour faire court, une diégèse c'est l'univers de son œuvre mais celle-ci doit rester cohérente par rapport à son univers. En gros, vous voyez Dragon Ball, se transformer en Super Saiyan dans la vraie vie, c'est pas du tout cohérent. Ou pas. Sangoku, s'il se transforme en Super Saiyan, c'est cohérent. Par contre, si Yamcha se transforme en Super Saiyan, là, c'est pas du tout cohérent. Et ça, c'est une diégèse. Parfois, on a des auteurs qui flinguent leur licence en ne respectant pas leur diégèse. Par exemple, imaginez vous faites un manga ultra sérieux, violent, avec une histoire préhistorique. Et d'un coup, ça devient un manga pas du tout sérieux, avec des blagues à tout va et des clins d'œil à notre société actuelle. Ce serait débile, on est d'accord. Et c'est le cas du manga dont on va parler aujourd'hui. Ce manga, c'est Aku, le chasseur maudit. L'histoire se passe il y a 30 000 ans. Dada est un grand chasseur. Il est respecté par sa tribu et tout. Dada attend son premier enfant. Une légende de sa tribu dit « Un enfant né sous la lune rouge apportera avec lui la destruction. » Et devinez quoi? Eh ouais, son enfant est né sous la lune rouge. Le nom de l'enfant? Aku. Le chaman demande à Dada de buter le gamin parce que selon la légende, le gosse est maudit. Dada refuse, le chaman lui dit « Bah si tu veux pas le tuer, bah va tuer un mammouth avant le lever du soleil. » Dada le fait mais malheureusement il se blesse. Grâce à ça, Aku et sa famille peuvent vivre tranquillement dans la tribu. Et voilà, c'était Aku le chasseur maudit. Plusieurs années passent et Aku grandit, mais ce dernier est pas aimé du village. Eh, tu connais les gens qui parlent « Ouais, ce gamin il est maudit, ouais, lui c'est un genoun, à Skip il mange son caca, et la dernière fois il s'est fait une tartine avec. » Étant donné qu'il s'est blessé, Dada n'est plus du tout un chasseur. Il s'occupe d'équiper les nouveaux chasseurs de sa tribu. Il les ravitaille, tu vois, petite lance, petit couteau, grenade dans le camp des haineux. Un beau jour, un putain de mammouth attaque le village, il nique tout le monde. Dada se bat contre ce gros mammouth. Aku découvre que son père est un grand chasseur, il est émerveillé. Vas-y papa, défonce ce mammouth. Malheureusement Dada se fait tuer et Aku est le seul survivant. Ok, ça c'était le tome 1. Et personnellement, j'ai bien aimé ce tome 1. Si on prend en compte tout ce qu'on a pu lire dans ce premier tome, Aku est un seinen violent, très sérieux dans sa narration et tout cela se passe pendant la préhistoire. Et là, je vais vous raconter le tome 2. On suit Aku qui voit son village en ruine. Il voit Ipin, retenez bien ce nom, c'est un autre gamin de son village qui a survécu à l'attaque des mammouths. Ah tiens, il est revenu. Pendant l'attaque, Aku perd de vue Ipin. Aku est seul, il a faim et soif. Après, il voit une petite meuf avec des champignons. Le gars, il avait tellement la dalle qu'il lui saute dessus et il prend de ses champignons. Bon, visiblement, elle est ok pour que ce sauvage mange ses champignons. D'ailleurs, elle s'appelle Shuri et elle a un frère qui s'appelle Shura. Ce dernier est blessé et il n'arrive pas à marcher. Lui aussi s'est fait attaquer par le gros mammouth. Du coup, Aku porte sur son dos le type. Pendant qu'ils marchent, les trois rencontrent un type avec un air sérieux. Ce type leur explique que pratiquement toutes les tribus se sont fait allumer par le mammouth. Il dit qu'avec lui, les trois seront en sécurité. Cet homme s'appelle Vous l'avez bien dit. Puis il dit de faire attention à ne pas glisser sur les mousses parce que ça peut être dangereux. Là, il glisse, il tombe, il meurt, et en tombant, il dit « Je vous l'avais bien dit ». Mais qui s'occupe de la traduction? À ce moment-là, je me suis dit, c'est drôle, mais c'est bizarre, ça enlève un point de crédibilité. D'ailleurs, on va mettre un compteur de crédibilité. Aku et ses potes continuent leur chemin et rencontrent un type. Ce type avance vers Aku et lui dit « Wesh ». Ce type s'appelle Kanji. Ouais, et Kanji, il est jeune parce que il lâche plein de mots de jeunes, tu vois. Kanji explique qu'il a un village avec que des jeunes. Les trois vont dans ce village et effectivement, il y a que des jeunes. Et là, ils font une soirée à la Projet X en mode ça boit, ça danse, ça baise. Les trois remarquent qu'en fait, il y a aussi des vieux et que Kanji et les autres s'amusent à les tabasser. Bon, en vrai, ça m'a fait rigoler, mais c'est pas ce que je recherche. Donc, Aku et les deux autres là, ils mettent en place une strat pour niquer Kanji. Sauf qu'ils remarquent la supercherie et ils décident de vouloir s'attaquer à Shuri. Et là, Aku pète un câble et il nique tout le monde. Et en frappant les gens, je vous jure, c'est pas une putain de blague, il lâche Kamehameha Masenko. C'est la vérité! Dans sa folie, Aku attaque Shuri et il se barre. Les temps passent et là on découvre un frère muse. C'est pas une blague, hein. Le gars est religieux et il s'appelle Hamid Abou. Un flic qui kiffe les bavures policières, il s'appelle Sylvesta. Une féministe et elle s'appelle Y'a du monde au balcon. Le traducteur, tu cherches quoi en fait là? Tout à l'heure j'ai rien dit mais là ça commence à me casser les couilles. Et il y a un vegan et on s'en fout de son prénom. Bref, à ce moment-là, ça part en vrille dans tous les sens, le manga il se transforme en Twitter et on revoit Ipin. Et devinez quoi? Allez, faites un effort. Vous avez bien vu qu'avec les prénoms, et ouais. Ipin. On revoit Aku capuché, il est sur un mammouth en mode c'est son cheval et il recherche le gros mammouth qui a ruiné son village. Et voilà, c'est la fin de ce tome de merde. Maintenant on va parler des qualités du manga. On va être franc, les dessins sont beaux. Et j'ai bien aimé le tome 1. On va passer aux défauts. Alors certes, j'ai bien aimé la narration, par contre ça part en couille mais complet. La traduction aussi,
Ça m'a bien fait chier. Et aussi le rythme qui est un peu trop rapide vers la fin de ce tome 2. Donc j'en pense quoi? Tout d'abord, j'ai bien aimé ce tome 1. On nous raconte une histoire sombre, violente et très sérieuse dans sa narration. Du coup, j'en attendais beaucoup de ce tome 2. Et ce dernier a complètement changé de style, ce qui ne paraît pas du tout cohérent. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de Diégèse en début de vidéo. Des mangas qui mêlent sérieux, what the fuck et humour, il y en a une chier. Et pourtant ça colle à l'univers. Parce que dès le début de l'œuvre, on pose les bases généralement. Il y a aussi des mangas qui changent complètement de registre, comme la première partie de Dragon Ball. On suit les aventures de Goku quand il est petit. Donc naturellement, on suit un héros qui est plutôt drôle, naïf, mais très sérieux dans ses combats. Dans la deuxième partie de Dragon Ball, Sangoku grandit. Il devient père, naturellement, on grandit avec lui, la narration aussi, donc ça fait que le côté drôle disparaît petit à petit pour laisser place au sérieux. Mais la partie drôle du manga revient très souvent, et c'est tout à fait cohérent. Là c'est différent, les moments drôles viennent dans des moments tragiques, comme l'histoire avec l'autre là qui glisse, l'univers ne colle plus du tout à ce qu'on nous a montré dans le tome 1, comme par exemple avec les 4 gars là... Même ils sortent de Twitter. Pour rappel, le manga se veut historique. Et il y a un vegan, je suis pas sûr que ça existait les vegans pour l'époque. Par contre, si le tome 1 aurait été comme le tome 2, bah ma critique elle aurait été différente, parce que les bases auraient été différentes aussi. Et ça aurait été une diégèse totalement différente. Sinon, le manga m'a déçu. Voilà, tout simplement, du coup je me suis arrêté au tome 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi elle m'a plu. On se retrouve pour une autre vidéo. Salut!